Allez, tu comptes jusqu'à 10 et ça sera bon. Nous voilà revenus du Pérou avec Olivier. Et en attendant que tout le monde arrive, après le film se déconnecte du film, se reconnecte sur la discussion, on va parler un petit peu de cette série de films que tu as fait, Olivier, qui s'appelle Le Monde vu du train. C'est une série qui t'a amené dans un certain nombre de pays. Et c'était dans un train à chaque fois ou comment ça se passait? Oui, bah, j'ai fait 26 épisodes. Le but, c'est évidemment de faire l'éloge aussi de la lenteur. Et parce que les gens aiment leur train, les gens aiment parler dans leur train, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Inde. Vous savez, en Inde, c'est ce que disent les Indiens. Les Anglais nous ont laissé deux seules bonnes choses. C'est l'anglais comme langue vernaculaire, ça nous permet d'échanger quand même. Et puis, deuxièmement, le railway, c'est-à-dire le train, ils en sont très fiers. Et puis, parce que. Voilà, moi, c'est un prétexte. Ça aurait pu être à dos de chameau ou en taxi. L'histoire, c'est de découvrir un pays à travers un axe de communication, mais surtout des étapes. Quelquefois, je m'éloigne de 200 km de la prochaine gare. Mais l'idée, c'est de Oui. voir voilà, les populations autochtones, de voir un artisan, de voir un enseignant, de voir un historien, de voir un écrivain local, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Thaïlande, au Canada, aux États-Unis, puisque nous En sommes allés aux Écosse, États-Unis, voilà, tout à fait, en ou en Thaïlande. Suisse. Voilà. Et en Suisse aussi, Un- ouais, absolument. Le train étant un- un prétexte, grosso modo. Ce qui est important, c'est la rencontre. Ce sont des Et carnets de route, en fait, hein, c'est sous-titré carnet de route d'un écrivain voyageur. Donc voilà, c'est ça le leitmotiv, on va dire, des différents documentaires. alors, un écrivain voyageur, oui, mais est-ce que tu as écrit à l'issue de chaque voyage en train? Non, non, non. J'ai failli parce on a Après, tous en mémoire un grand écrivain du voyage, V.S. Naipaul, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs de littérature, qui est décédé il y a quelques années et qui avait fait plusieurs voyages comme cela en train. Et c'était extraordinaire. Et puis Paul Terux aussi, celui qui a écrit Mosquito Coast, entre autres, et autres livres de voyage très très connus. Et un jour, il est monté dans un tramway, un métro même, pardon, à Chicago, et puis il a fini 3 mois plus tard en terre de feu, parce qu'il a juste pris un petit sac et puis il n'est pas rentré chez lui. Et voilà, non, parce que c'est, pour moi, l'écriture, bah, elle se fait aussi au fur et à mesure, hein, c'est pas sur une thématique précise, mais c'est vrai que je me suis servi de ces voyages pour écrire, hein, et j'étais vraiment enchanté de revoir les Indiens Tarahumara's, donc dans la Sierra Madre, c'est-à-dire la montagne mexicaine. moi, je pense que là, on va pouvoir commencer la rencontre autour de ce voyage dans ce train qui est quand même assez fabuleux. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça qui existent, mais vraiment, il est extraordinaire. Je vous laisse discuter tous les deux et puis on se retrouve après. Oui, Alors, merci, merci. À merci, tout à merci à l'heure. tout à l'heure et merci Cathy. Alors moi, je suis ravi une nouvelle fois d'être avec Cathy qui va s'éclipser et puis de retrouver Olivier. Donc pour ceux Si, qu'on ravi. salut, bonjour Olivier. Donc Bonjour Stéphane. pour ceux qui étaient avec nous hier, Olivier présentait, alors déjà présente est le présentateur officiel du festival Terre d'ailleurs, une édition tout numérique. Et évidemment, et logiquement, quand Olivier présente ses productions, je le remplace au pied levé, ce que je fais. Et sur ce rendez-vous, déjà, on a vu un rendez-vous hier, je voulais en venir là, avec un très très beau film avec Gérard Muller dans le Mustang, quelque part dans les confins du Népal. Et cette fois, Olivier, tu nous as emmenés cet après-midi, on en parlait un petit peu en guise de préambule avec Cathy, sur, dans un Mexique complètement méconnu. Donc, est-ce à dire qu'en fait, le train permet de poser un regard complètement décalé sur un pays? C'est ça? C'est ça un peu le Oui, but et le oui. précepte? Oui, d'une part, parce qu'il y a le Chepe, qui est ce train mythique, mais qui est surtout emprunté par les Mexicains, parce que il y a très peu de touristes au Mexique, hein, mais les Mexicains découvrent leur pays grâce à ce train, parce qu'il y a toute une partie
de la Sierra Madre. Donc, grosso modo, on est sur les hauts plateaux, 2000-2400 mètres, comme Mexico, hein, qui est situé à haute altitude. Et on descend de Chihuahua vers la côte pacifique. Et il y a des endroits que vous ne voyez que par le train. Il n'y a pas de route. Il faut y aller à pied, sinon ça prend des semaines ou à cheval. Et ça permet de rencontrer des populations autochtones, hein, comme les Indiens Tarahumara. Donc, c'est vrai qu'on a un autre regard d'abord sur le pays, parce qu'on ne pourrait pas le faire en voiture. Mais bizarrement, le tournage précédent, juste avant, on l'a fait en même temps, en quelques semaines, c'est aux États-Unis. On a traversé avec mon équipe les Rocheuses. On est parti de Denver, dans le Colorado, pour finir dans la ville de San Francisco de Jack London. Et c'est vrai, ce qu'on nous disait dans le train, c'est qu'il n'y a pas de route là. Vous traversez les Rocheuses, on passe par des cols, des tunnels, etc. D'un coup, vous avez des vallées extrêmement profondes où il y a un ranch, il faut y aller à pied ou à cheval, avec une Jeep si on a un 4x4 bien équipé pendant les mois d'été. Mais en tout cas, c'est surtout le train qui passe. Donc, pour revenir au Mexique, c'est vrai qu'on a un regard d'une part de ces passagers mexicains qui viennent des grandes villes sur leur pays, puis deuxièmement, les populations qu'on rencontre. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est m'arrêter, même si le train ne prend que 16 heures ou 18 heures de trajet pour aller d'un endroit à un autre, j'aime bien m'arrêter 2-3 jours entre deux escales. Justement, tu viens de l'évoquer, une équipe, j'imagine une équipe très, très légère. C'est quoi l'équipe qui t'accompagne, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Bah, là, on était trois, hein. Il y avait Laurent Gracia et puis Pierre Petit. Laurent Gracia qui est cadreur et Pierre Petit qui est droneur et preneur de son, mais qui est venu aussi comme cadreur sur le Mustang. C'est le même donc cadreur et droneur qu'hier. Et puis ce qu'on appelle une fixeuse. Alors, en l'occurrence, c'était une Mexicaine, Chaussite, qui porte un nom antique indigène, donc mexicain, et qui a des origines françaises. Et donc, voilà, c'est une équipe à quatre qui n'est pas si légère que ça, mais très souvent, il m'est arrivé de partir pour des raisons financières ou de pratique, on va dire, qu'à deux personnes. Et voilà, bon, c'est toujours un petit peu de bric et de broc, mais ce qui est important, encore une fois, c'est la rencontre. Alors, ce dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle des séquences en live. En live, c'est-à-dire en direct, on voit quelqu'un, puis je me dis, ah là, c'est une super rencontre, il ne faut pas la rater. On y va, et quelquefois, enfin, c'est rare quand même qu'il y ait des refus dans les rencontres, à la fois dans le train ou à l'extérieur. Mais quand ça marche, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a un petit peu non, de sympathie. Il y a quelque chose qui se passe et on ne se trompe pas. Très souvent, on a ce qu'on appelle des belles séquences. Et justement, sur ce film, sur cette, immersion, mexicaine, avec un Mexique complètement inattendu, quelle est peut-être pour toi la rencontre ou les rencontres les plus fortes? Je dirais que les rencontres les plus fortes ce sont celles avec les Indiens Tarahumaras, donc les Indiens des hauts plateaux, et des barrancas, c'est-à-dire des canyons, hein, les barrancas del Cobre, c'est-à-dire les canyons, les vallées du cuivre, et qui sont chers au poète Antonin Artaud, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Les Tarahumaras, le poète, qui a fini dans un asile psychiatrique et qui était un très très grand poète et qui a passé pas mal de temps dans les années 30 dans la Sierra Madre. Donc toutes ces rencontres avec le violoniste, avec les deux coureurs, avec Ramon, etc., étaient des rencontres extraordinaires et on sent vraiment qu'il y a une autre relation avec le temps, avec la culture. Ivan également qu'on voit, qui est ce Mexicain blanc, comme on dit, hein, on les appelle des blancs, mais qui a choisi avec son épouse, qui est américaine d'ailleurs, de vivre chez les Indiens Tarahumaras, parce qu'il est fasciné, c'est ce qu'il raconte, hein, il est fasciné par leur conception du temps, de la lenteur, du silence aussi. D'ailleurs, et là, ta question, elle est pertinente, celle d'avant aussi, parce que dans les rencontres, évidemment, on y va pour dialoguer, pour filmer, recueillir des impressions, des sensations, des interviews, etc. Et de temps en temps, enfin là, en l'occurrence, avec la population des Tarahumaras, eh bien, c'est le silence. Donc, c'est pas évident de créer un contact. Et le rapport au temps de ces Indiens est extrêmement différent du nôtre. Donc voilà, on peut ne pas parler, on peut poser une question, ne pas avoir de réponse. Ce n'est pas du tout un refus de votre présence, c'est une autre relation qui est cosmogonique, qu'on peut peut-être rapprocher sans faire de raccourcis, mais avec la conception des aborigènes d'Australie. Donc voilà, on est dans une conception du temps différente qui est cyclique et le silence prend toute sa valeur et donc il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de vitesse. Et là, évidemment, il y a le choc de la culture, de la communication avec l'arrivée des téléphones portables.
Et je voudrais revenir un petit peu sur ces coureurs fous. Moi, j'avais lu un bouquin, Born to Run de Chris McDougall qui nous faisait découvrir ces Indiens courant pas des va-nu-pieds, mais presque avec ces tissus colorés et dans ton film, durant l'entretien, on s'aperçoit qu'en plus, ils s'entraînent pas, qu'ils mangent pas, spécifiquement, des protéines, des lipides ou que sais-je et qu'ils ont pas les dernières chaussures à la mode, avec, on va dire les dernières technologies, en vogue. Est-ce que c'est vraiment quand on est auprès de ces gens-là qu'on les voit courir? Il y a une séquence ensuite après avec le drone. Est-ce que ce sont vraiment des gens, déroutants, impressionnants? C'est quoi Oui, ton sentiment? absolument. Bah, pour des raisons d'abord médicales, hein, et c'est un petit peu le débat qu'on a eu pour l'expédition 5300 avec nos amis scientifiques de Grenoble quand ils sont partis au Pérou, dans la ville la plus haute du monde, à Canada. Et là, les Indiens Taromaras développent des capacités respiratoires et cardiovasculaires extraordinaires. C'est que les artères sont plus grandes, la masse d'hémoglobine est plus importante, etc. Donc, ils ont une sorte d'adaptation à l'altitude. De la même manière que les coureurs kenyans et éthiopiens sont les meilleurs au monde parce qu'ils naissent sur les hauts plateaux, ils s'entraînent dès le plus jeune âge. Et deuxièmement, chez les Indiens Taromaras, c'est presque culturel. Là, les deux amis qu'on voit, ils ont couru 2 heures le matin pour aller au champ, puis ils vont recourir 2 heures l'après-midi, mais c'est comme s'ils allaient chercher une baguette de pain. C'est pareil, c'est leur mode de transport, c'est leur mode de vie. Alors, il y a un petit peu évidemment d'esprit compétitif, parce que parmi ces deux coureurs, enfin, les deux coureurs en question font des compétitions, on l'a vu, hein, en Californie, et même pour l'un d'entre eux près de Marseille, des trails et des courses ultra longues. Mais voilà, c'est un mode de vie, c'est presque normal. Et oui, pour répondre à ta question, c'est déroutant aussi parce que il y a un effort, évidemment, on est à 2000 mètres, même si pour eux c'est un peu plus, comment dirais-je, normal comme altitude, mais néanmoins, quand on a couru 2 heures, ben, on peut avoir des crampes, etc. Et on ne boit pas forcément toute l'eau qu'il faut, etc. Et pour eux, l'effort fait partie de la vie, donc c'est pas une souffrance, ça fait partie un petit peu du rapport au temps. Donc là aussi, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, voilà. C'est bien de se confronter parce que ça nous enseigne aussi certaines valeurs. Et surtout, je dirais, troisièmement, le respect à la nature, l'environnement qui doit être important pour les Indiens, comme surtout pour les coureurs des hauts plateaux. Alors, je vous encourage, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, à nous donner vos commentaires, sur le chat et je me ferai un plaisir de répercuter ces questions et de les donner ces questions, à Olivier. Et Olivier, justement, une question qui nous vient du chat. Est-ce que ce train est accessible pour un voyageur quelconque? Oui, alors on peut prendre son billet. Alors le train ne passe que 2 ou 3 fois par semaine. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais au bout de 2 heures, puis je restais plusieurs jours dans un village, je m'éloignais, on montait dans la montagne, on l'a vu, etc. Mais on peut y aller. Vous avez vu, il y a des gardes armés aussi, donc on peut le prendre, il y a pas de problème. Et j'ai rencontré quand même des touristes canadiens qui faisaient la traversée américaine du nord au sud jusqu'à la Terre de Feu en camping-car. Et puis là, ils avaient laissé les camping-cars pour faire une semaine de voyage en train et s'arrêter. Mais il n'y a pas de problème d'insécurité en fait, hein. C'est un pays dangereux à cause de la guerre des cartels. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'on a eu des problèmes, je ne le cache pas. Et c'était pas pour ce qu'on croit d'ailleurs. Et là, quand on rentre dans le Sinaloa, en bas du trajet, en fait, quand on sort des tunnels, vous avez vu, on a une végétation tropicale, c'est un peu différent, etc. On est presque dans un autre pays que la Sierra Madre occidentale. Et bien là, donc c'est le fief du Sinaloa, c'est le fief d'El Chapo. Mais si on ne s'intéresse pas au problème de la drogue, si on n'en achète pas, si on n'en consomme pas, etc., parce qu'évidemment, les consommateurs, quelquefois, se font tuer, tiens-toi bien, parce qu'ils ont pris la cocaïne du gang adverse. Donc voilà, donc c'est aussi un signal pour les consommateurs. Mais sinon, on peut ne pas sentir l'insécurité. On peut être protégé quand on va, par exemple, en face de ces villes où on a été, Los Mochis, etc., de l'autre côté, donc c'est ce qu'on appelle la Baja California, la Basse-Californie. Vous voyez, cette échancrure, c'est assez long, hein, ça fait plusieurs centaines de kilomètres. C'est quand même assez plein d'Américains. C'est drôle parce que la monteuse du film, qui est une très très bonne monteuse, Cécile Perrault, j'espère qu'elle nous voit ce soir, va faire avec son frère des compétitions de moto aussi en Baja California et elle n'a jamais senti aucun problème d'insécurité. Donc voilà, donc pour répondre à la question de Cathy, c'est accessible, on peut y aller, il faut prendre son billet quelques fois à l'avance, mais alors c'est pas forcément donné pour un Mexicain et on le voit bien quand on est résident local dans les barrancas ou dans les villes qu'on traverse, on a une réduction. Alors là, par contre, c'est vraiment très très bon marché. Et justement, tu viens de nous l'évoquer, les cartels, et des soucis avec les cartels et qui n'ont pas été ceux attendus. C'était quoi ces soucis pendant ce tournage? Bien, je ne sais pas si tu te rappelles, là, on est à un moment en escale dans cette
dans ce très, très beau petit village qui s'appelle Cerro-Cahui, qui est une ancienne mission espagnole, jésuite. Ouais. Donc, on dort dans la mission, etc. Ce sont des sœurs qui s'occupent des enfants, d'ailleurs, taromaras, hein, qui certains sont orphelins, donc ils sont très pauvres, etc. Et elles s'occupent d'eux grâce à des donations, du mécénat, etc. Mais ce sont des gens formidables. Et puis là, trois fois, on a reçu des messages des cartels, donc par messager interposé, en disant écoutez, on vous suit, on a une voiture blindée, vous ne la voyez pas, mais on a des soldats en armes, on sait qui vous êtes, on a les noms, les numéros de passeport, on sait ce que vous posez comme question, on sait ce que vous avez comme caméra. Allez-y, très beau pays, filmez. Ah bon, bah écoutez, oui, alors trois fois, et c'était des menaces. Et il faut faire attention aux menaces d'un cartel, c'est-à-dire que c'est une menace de mort, si on déroge à la demande. Et alors, on demande un peu innocemment, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est interdit, etc. Ils nous disent donc les 2 caméras, il n'y a aucun problème, allez-y. Le petit engin qui vole, vous oubliez, alors évidemment, c'est le drone. Alors pourquoi? C'est pas du tout parce que c'est à cause de la cocaïne. Les cartels mexicains, qui sont parmi les plus dangereux au monde et les plus importants au monde pour la drogue et la cocaïne en particulier, importent la cocaïne de Colombie. Le Mexique est un pays de transit pour aller donc vers les États-Unis. Je peux vous dire que ça transite pas mal, beaucoup par Haïti et par les Bahamas, etc., et par des sous-marins, des petits avions. Quand j'étais étudiant en Californie, la DEA avait répertorié déjà sur la Californie et l'Arizona 400 pistes clandestines potentielles, avec des fermiers américains qui louaient leur champ pour un avion pour qu'ils atterrissent un petit Cessna bimoteur pendant 2 heures et qu'ils repartent sans cocaïne. Et non, c'est pour, tiens-toi bien, ne pas filmer les plantations pas de cannabis, ils s'en moquent totalement, c'est pratiquement légalisé, mais de pavot opium. Alors, le pavot, c'est le coquelicot, qui n'est pas le gentil coquelicot, qui permet de faire l'opium, qui permet de faire de l'héroïne. Et le Mexique est devenu le 3e pays au monde producteur d'héroïne, après l'Afghanistan et la Birmanie. Il y a un triangle d'or, comme il y a un triangle d'or en Birmanie d'ailleurs, mais qui est en désuétude. Et donc voilà, donc c'était grosso modo, n'allez pas filmer parce que en drone, parce que dès que vous montez à 40-50 mètres, vous verriez des plantations. Et là, bon, on n'était pas rassuré avec l'équipe, on est parti en montagne, on s'est protégé et on a pu échapper au cartel. Mais c'est vrai qu'on ne plaisante pas, là, le cartel de Sinaloa, c'est le cartel d'El Chapo. C'est quand même au moins 150 000 membres du cartel. D'ailleurs, il y a une bataille rangée quand on est parti à Los Mochis avec l'armée qui essayait de reprendre le contrôle et d'arrêter le fils d'El Chapo. Et El Chapo est incarcéré à vie aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pour les spectateurs, El Chapo, c'est celui qui avait déjà été arrêté une première fois dans la région. Et il s'était évadé par les toilettes de sa prison grâce à des complicités dans la prison. Donc, et sous les toilettes, il y avait un tunnel long d'1 kilomètre avec des rails, une moto montée sur 4 roues. Et il a été arrêté un peu plus tard et déféré dans la prison du Colorado de Florence. Mais voilà, donc pour dire qu'on a eu quand même quelques frayeurs et les cartels sont quand même omniprésents dans la vie politique et économique du Mexique. Et sur cet épisode, en plus, une facilité pour toi, comme dans les pays anglo-saxons où tu parles l'anglais couramment, là, tu parles espagnol couramment. Donc, j'imagine que ça facilite énormément les Ouais, échanges. non, non, je parle l'espagnol comme une vache française, hein, comme une vache française. Donc ça va parce que c'était doublé, ça faisait rire d'ailleurs la traductrice, la fixeuse sur le site. Non, je parle très très mal, mais ce qui est extraordinaire avec les Mexicains et les Sud-Américains en général, c'est qu'ils vous accueillent, c'est-à-dire même si tu parles mal, on t'accueille. L'essentiel, c'est de faire des efforts et de se comprendre. Bon, je me suis un petit peu amélioré en cours de voyage, mais voilà, les Mexicains sont chaleureux, c'est une grande culture, c'est un mélange de cultures, évidemment. Il y a les descendants qu'on appelle les Blancs, les descendants des Espagnols, il y a les métissés, bien sûr, puis après les indigènes. Alors, les Indiens Taromaras qu'on voit, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils sont 50 à 70 000 habitants, donc ce n'est pas grand-chose, répartis sur les barrancas. Donc, ils sont en voie quand même de fragilisation, mais oui, l'espagnol permet aussi de s'en approcher. Alors, si ma vue est bonne et si la vue de nos amis internautes est bonne, je vois derrière toi des ouvrages dont alors j'en profite pour vous dire qu'il y a une librairie, ça me fait rebondir dessus. Cette librairie, c'est très simple. Vous allez sur le site du festival, vous avez un onglet, vous allez, je crois, en haut à droite, librairie, vous cliquez et vous allez retrouver tous les ouvrages d'Olivier. Je vous conseille le petit dernier, enfin le petit dernier, l'un des petits derniers. Voilà, là, ça sera à l'endroit. Olivier Weber, si je t'oublie Kurdistan, un incroyable voyage reportage dont tu es coutumier, tu as réalisé. C'était renoudisant un petit peu plus sur ce voyage, Bah, justement. c'est un voyage qui date de quelques mois. J'étais en Syrie, là, je suis rentré en Syrie, donc clandestinement, enfin, avec les combattants kurdes. Mais en même temps, c'est un essai, on va dire, qui emprunte beaucoup à la philosophie, enfin, pas à la mienne, mais celle de Sénèque à Nietzsche, parce que j'en fais un peu l'éloge de
du courage et puis une critique de la trahison. Les Kurdes voilà, ont aidé les pays occidentaux à lutter contre Daesh, l'État islamique, en Irak et en Syrie. Je suis repassé aussi au retour par l'Irak. Ils ont perdu 13 500 des leurs et le 7 octobre 2019, donc il y a un peu plus d'un an, le président Trump, en exercice à l'époque, donc avait demandé à son armée d'arrêter d'aider les Kurdes. Et l'armée américaine avait dit bah non, monsieur le président, on ne se défait pas de nos alliés. Et ils ont été trahis, les Kurdes, ils le disent. Et donc, ils ont perdu 13 500 des leurs. Et parmi les leurs, ce sont surtout des Peshmerga, des combattants eux aussi, hein, des jeunes et des moins jeunes. L'un d'eux est encore entré en communication avec moi ce matin depuis l'Irak. Et voilà, donc c'est un voyage avec des choses vues, un essai philosophique et en même temps le récit de ce dernier séjour en Syrie avec les Kurdes. C'est assez court, hein, c'est surtout des petits tableaux. Et je parle aussi de Vassili Grossman, de Malaparte, d'Hemingway, parce que ce sont des écrivains voyageurs qui, pour certains, ont connu cette région, mais qui ont connu la guerre. Et ce qui est important, c'est de défendre ces combattants les libertés qui résistent contre l'État islamique pour les pays occidentaux en particulier. Donc, avant de revenir sur d'autres ouvrages, puisque tu as une production très, très prolifique, le titre de cette collection sur ces films sur le train, c'est, on l'a dit hors antenne, c'est les carnets de route d'un écrivain voyageur, justement. Toi, l'écrivain, l'incarnation parfaite de l'écrivain voyageur, c'est quoi aujourd'hui un écrivain voyageur? À la fois un écrivain voyageur dans un train, un écrivain voyageur sur des théâtres de guerre, et voire même un écrivain voyageur sur les hauteurs himalayesques dans le Mustang. Ouais, mais je crois que enfin, pour moi, il y a pas beaucoup de frontières entre l'écriture de type long cours, on va dire, livre, ça peut être un roman aussi, ou un essai de 300 pages, qu'avec le reportage ou le journalisme. Et j'étais longtemps donc reporter de guerre en particulier, mais voilà, ce qui est important dans tout ça, c'est pas le petit ou le grand reportage, il n'y en a pas, il y a que du reportage. C'est pas le petit ou le grand livre, il y a que des livres, c'est la chose vue. Et puis la chose aimée, c'est-à-dire la rencontre, la passion de la rencontre, c'est aussi ramener quelque chose, hein, le retour après pour essayer de raconter par nos films, hein, comme toi tu écris, tu fais des films également. Et, et voilà, donc je crois qu'il y a aussi un peu une vision du monde qu'on a tous. Alors là, en l'occurrence, si je t'oublie Kurdistan, c'est aussi un cri de révolte, mais bon, ça permet de parler d'un siècle d'histoire sur les Kurdes, qui sont les alliés de la liberté, les alliés de la démocratie, qui ont une expérience démocratique en cours au Kurdistan de Syrie, au Kurdistan d'Irak. Et pour répondre à ta question, écrivain voyageur, oui, en même temps, bon, c'est vrai et je ne dis pas le contraire, hein, on parle de nous et de toi aussi comme étant écrivain voyageur, et en même temps, le voyage n'est souvent pas très loin, hein. On peut très bien, comme disait Joseph de Maistre, retourner autour de notre chambre, voyage autour de ma chambre, ou être dans le voyage immobile sur un phare. Et ce qui est important, c'est voilà, d'essayer d'aller rencontrer l'autre et de raconter le monde. Voilà, c'est ça pour moi le voyage. Il peut être intérieur, hein. Le Mustang, essayer de le raconter aussi hier, c'est on a découvert certaines de nos vérités avec mon compagnon Gérard après un mois de voyage. Voilà, et on voit justement à l'écran défiler tes derniers ouvrages, parmi eux Le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, ça c'est aux éditions Plomb, ou Les Confessions de Massoud aux éditions Flammarion. Et puis on voit le petit dernier, ou l'un des petits derniers, L'arrière-pays, parce que là c'est un autre genre, c'est du roman. Tu peux nous parler un petit peu plus de ce dernier roman qui est paru chez Calman Levy? Oui, alors l'ARPI, c'est un roman qui est sorti pour la rentrée littéraire. C'est l'histoire d'un jeune berger voilà, qui perd un ami qui est un des meilleurs grimpeurs au monde, qui a 28 ans, un des meilleurs grimpeurs, un alpiniste donc de réputation mondiale, et qui disparaît. On n'a pas retrouvé, on a pensé que c'était suicidé. En fait, il y a une histoire comme un roman policier, une intrigue, parce que Guillaume Lacoste, le grand grimpeur en fait qui a disparu, est mort sur un glacier. Son corps est retrouvé, son corps va parler, et mon héros Jonathan s'empare de cette affaire avec sa petite amie Léna pour redescendre sur la côte où il a étudié. Il a été étudiant en doctorat de droit international. Il y a beaucoup d'histoires vraies à l'intérieur. Et en fait, c'est une histoire entre un arrière-pays imaginaire, qui est l'arrière-pays niçois, hein, pour ne pas le cacher, et puis une côte qui est la Côte d'Azur, pour ces deux zones du monde, ces deux régions qui n'ont rien à voir ensemble et tout à voir ensemble. C'est un petit peu l'un et qui est le faire-valoir de l'autre, l'autre étant le miroir de l'un. Et puis, c'est un roman sur l'écologie, puisque ce dont vont s'emparer mes deux héros, Jonathan et sa petite amie Léna, donc Jonathan qui est ancien berger, et Léna qui est jeune juriste dans une ONG, une
association humanitaire, c'est de dénoncer un grand scandale dont tu as peut-être entendu parler, et les spectateurs aussi, c'est le scandale des boues rouges. Vous savez, la pollution de la Méditerranée et des calanques par des usines, ou une usine en l'occurrence. Et voilà, moi j'en fais un roman, mais c'est un roman de l'engagement, un roman aussi un petit peu transfrontière. Est-ce qu'on a le droit de sortir de sa classe sociale, de son enclavement géographique, et l'arrière-pays, puisque j'y ai vécu, et puis de la bergitude quand on a été berger. Donc voilà, c'est un peu un roman qui parle de ces transgressions. Je crois que c'est important aussi de transgresser des frontières parce que voilà, il faut ouvrir les portes quelquefois. Peut-être pas forcément les forcer, mais voilà, oser passer des frontières. Alors, Olivier, on va revenir au film LCP, puisqu'il y a des questions qui viennent d'arriver. Et justement, on nous posait la question de savoir si le voyage en train était accessible pour un voyageur quelconque. Tu viens de nous l'expliquer il y a quelques minutes. Et là, il y a une autre question, un exemple de tarif, parce que tu n'es pas rentré vraiment dans le détail. Est-ce que c'est cher, pas Oui, cher, bon oui, marché? alors oui, sur l'ensemble du trajet là, qui fait, si on ne s'arrête pas, 16 heures, bon, c'est à peu près, ça varie, hein, ça peut aller entre 20 € et à 80 ou 100 €, ça dépend quelle classe on prend, donc ça peut paraître dérisoire pour nous, et en fait c'est beaucoup pour certains Mexicains, donc, sauf si on a la carte de réduction, mais vous voyez, surtout si on le fait par petits tronçons, c'est tout à fait abordable. Et pour les Mexicains qui sont obligés de prendre ce train parce qu'il n'y a pas de route, évidemment, pour aller dans les Balancas, on va dire que c'est pratiquement rien, c'est totalement subventionné. Donc voilà, je dirais que c'est quelques dizaines d'euros à un peu moins de 100 € selon la classe et le trajet qu'on emprunte. Alors, il y a un autre témoignage qui nous vient de Françoise qui nous dit: «Film», alors, je livre ex abrupto, hein, Olivier, «film très agréable avec des paysages magnifiques, mais un peu frustré par des conversations non traduites. Olivier, on comprend ce que tu dis, et pour cause», ça c'est moi qui le rajoute, «mais les Mexicains parlent trop vite». Une réaction, Non, Olivier? j'ai pas souvenir parce qu'on a fait très attention, et je pense que c'est la dernière version, parce qu'évidemment il y a plusieurs versions pour le montage d'un film, et ça je suis certain que c'est la dernière, je pense, hein. Ça ne t'a pas choqué toi non plus, Stéphane? Je pense pas, Non, hein. non, 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 moi Euh, j'ai suivi. Ça nous arrive aussi quelquefois de voilà ou à la régie, pas ici évidemment, qui est parfaite, mais même moi ça m'arrive aussi quelquefois d'envoyer la mauvaise version. Là, je pense que c'est la bonne. Non, alors il est possible aussi, comme il parle très vite, effectivement, comme le souligne cette spectatrice, qu'on est concentré, mais ça a été vraiment très très regardé par des hispanophones parfaits, y compris à la société de production. Donc non, je pense pas. Il y a peut-être des nuances, et encore, hein, vraiment, on a fait attention. Surtout avec Ivan en particulier qui s'exprime plutôt lentement, et le Péruvien aussi sur le quai de gare en particulier. Donc non, je crois pas. Non, non. Il y a peut-être, alors pour la jeune étudiante qui veut donc œuvrer pour l'environnement, qui parlait très vite effectivement, mais c'était des termes techniques quelquefois, mais je crois qu'on a tout dit aussi. Surtout l'essentiel, c'est de ce que les Mexicains enfin, veulent parler. Alors sur le bateau, oui, peut-être sur le bateau à la fin, parce qu'avec les deux pêcheurs et le troisième qui est en fait un médecin, on l'a compris, un chirurgien de l'hôpital, qui dit si je pars pas à la pêche le dimanche, mes amis ne me parlent plus du tout. Et c'est vrai que c'était la cacophonie, parce que tout le monde parlait en même temps, ça arrive, mais je crois qu'on a le principal. Et justement, ce voyage, quand on a peur du vide, il est recommandé? Alors, parce que j'ai noté cette belle phrase dans ton commentaire, où il ne faut pas avoir peur ni du vide et on peut même tutoyer les cieux. C'est quoi tes impressions? Parce qu'on a de très, très belles images quand tu es à la vitre et qu'on voit Oui, le train déambuler, qu'on voit le vide, qu'on voit les montagnes. tout à fait. Alors là, on descend très vite de 2000, 2400 mètres d'altitude pas à 0 mètre, à 400, 500 mètres, 800 mètres, ça dépend des endroits. Comme Cerro Cahuil, là, on a eu les menaces des cartels, la petite mission jésuite tenue par les sœurs. Mais oui, c'est impressionnant parce qu'il y a ces dizaines d'ouvrages et de ponts dont je parle dans le documentaire qui permet de relier les Mexicains entre la Sierra Madre et surtout les hauts plateaux de Chihuahua. C'est une ville où c'est des cartels, mais c'est aussi un centre important industriel et économique. Et puis Mexico, jusqu'à Los Puchis et les villes de la côte. Et en fait, il y avait ce grand projet qui était de tout traverser. Donc, c'est expliqué dans le film aussi la totalité des États-Unis du Mexique. Mais le projet a été stoppé au début du siècle et en cours de route. Mais en fait, oui, tout d'un coup, on arrive en sortant d'un tunnel, puis on est sur un viaduc et vous avez 800 mètres de gaz, donc de vide, comme on dit en alpinisme. Et c'est assez impressionnant, oui. Ça peut donner des vertiges. Mais bon, c'est abordable pour tout le monde, hein, il suffit de ne pas se pencher à la fenêtre. Mais en tout cas, d'ailleurs, il ne faut pas trop se pencher parce qu'on peut se prendre
un tunnel et une grosse pierre. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir cette sorte de vis hélicoïdale, parce qu'on voit un moment, on est dans les deux sens, parce que le train, il descend en hélice. On voit ça dans la vallée de la Roya, qui est celle de la RPI niçois, qui est malheureusement affectée maintenant par les inondations. Et c'est l'un des rares ouvrages ferroviaires en France où il y a donc des hélices, en fait, pour permettre au train de monter progressivement. Donc, on est sur un côté de la vallée, et puis d'un coup, on est dans l'autre sens. On est passé par des tunnels et des viaducs et on remonte. Et voilà, c'est pareil pour le LCP jusqu'en bas. Alors la question ne nous est pas parvenue, mais je ne résiste pas de poser une question sur la nourriture qui semble très riche, très bonne, et tu nous fais en plus, dans ce film, étalage de tes talents de chef cuisinier. Oui, oui, absolument. Mais alors, ça, c'est la cuisine taromaras, la cuisine indienne, qui est délicieuse, hein, qui est un peu basique, mais délicieuse. Il y a beaucoup, on l'a vu, de poivrons farcis, il y a beaucoup d'assortiments de légumes et bien sûr de viande assaisonnée. Tout ça, c'est caliente, hein, c'est vraiment très, très chaud, très, très pimenté. Et puis la cuisine mexicaine qu'on connaît, hein, qui est très riche. Hein, c'est une des grandes cuisines du monde, hein, une des meilleures avec la française, la chinoise et l'italienne. La chinoise, quand c'est bien cuisiné, mais c'est une des 6 ou 7 meilleures cuisines au monde. Et voilà, les Mexicains aiment la bonne chair. Alors malheureusement, il y a un taux d'obésité assez impressionnant qui vient en fait d'une adaptation au mode de vie américain à cause des migrants mexicains, hein, qui reviennent une fois par an au Mexique et qui malheureusement colportent avec eux des mauvaises habitudes de fast-food, de mauvaise nourriture, etc. Donc il y a beaucoup de pizzas, il y a beaucoup de nourriture, de restauration rapide, de Coca-Cola, de soda, etc. Ça crée l'obésité et du diabète. Mais sinon, la cuisine traditionnelle ou les cuisines traditionnelles, il y en a plusieurs, sont vraiment des patrimoines immatériels de l'UNESCO, comme on le disait tout à l'heure. C'est très, très bon. Alors pendant que tu parlais, Olivier, plusieurs questions sont arrivées. Est-ce que tu as alors déjà, il y en a une première, est-ce que tu en as fini, de ta série de voyages en train? Et une autre question qui nous vient, de Christelle qui nous demande, une question qui corrobore à celle-là: ferez-vous un autre film pardon, de voyage en train? Alors, Bah, je vais voir, parce que ce qui est bien, c'est se renouveler. J'en ai fait 26 au total, hein, donc j'ai parlé du Maroc, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, plusieurs fois d'ailleurs, 2 fois, la route du Gange en particulier, et puis le Canada, 26 au total. Donc je pense que c'est bien. La Turquie aussi, qui est intéressante. Ce qui est bien, c'est de se renouveler. Et je pourrais en faire d'autres, hein, comme Antoine de Maximi, qui renouvelle un petit peu J'irai dormir chez vous. Mais voilà, puis j'ai d'autres projets, hein, y compris avec des grandes chaînes de télévision pour d'autres films. Et bon, je me suis un petit peu arrêté aussi parce que j'ai eu des déboires, c'est tout bête, hein, mais en rentrant du Mexique, on a été menacé de mort. Ça s'est bien passé, on a pu se réfugier dans la montagne et repartir. Mais j'ai été renversé à Paris en vélo, j'ai eu une dizaine de fractures et un poumon perforé. C'est tout bête, hein, mais c'est chez soi évidemment qu'on est renversé. Je n'y suis pour rien, donc je me suis arrêté un certain temps. Ça permet d'écrire des livres. Mais voilà, donc les projets sont là et oui, l'essentiel, c'est de repartir et comme toi aussi, d'avoir des rêves et des projets de route. Mais c'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est ce que disait notre grand frère à tous, Nicolas Bouffier, qui était un grand écrivain voyageur suisse, cornaqué, aidé, entouré par Ella Maillard, éminente fondatrice aussi de l'Association des explorateurs français. Et Nicolas Bouvier, auteur de L'usage du monde, disait quand on est écrivain voyageur, finalement, il faut voyager 6 mois et s'enfermer dans une petite chambre pendant 6 mois. Et bien, c'est ça. Donc voilà, on fait des allers-retours entre les deux. exactement. Alors je rebondis sur une nouvelle question qui nous vient d'Evelyne et qui nous demande: avant la construction de cette voie ferrée et des tunnels, et des ponts, comment se déplaçait, la population, vu que c'est le seul moyen de déplacement actuellement? Oui, pratiquement, ne se déplaçaient pratiquement pas. Alors après, pour les autorités fédérales et les autorités locales et les commerçants se déplaçaient à cheval. Bon, il y a quand même des pistes qui ont été construites pour les voitures, mais on ne pouvait pas faire la jonction évidemment jusqu'au Pacifique. Il fallait faire de grands détours. C'est pratiquement impossible d'aller dans ces barrancas. Vous avez vu comment c'est construit. On est en haut à 2500 mètres. C'est assez rectiligne d'ailleurs, hein, angle droit. Et puis des falaises bien, bien droites en fait. Et d'ailleurs, il y a des habitations troglodytes d'Indiens dans ces falaises. Mais voilà, tout se faisait à cheval, comme on a Artaud, pas de voiture, etc. Donc il y avait vraiment 2 mondes. Et là, le train a permis de réunir ces 2, 3 ou 4 mondes et de commercer en particulier. Ce qui donne, d'ailleurs, j'en reviens aux questions tout à l'heure un peu pratiques sur le voyage, parce que c'est un train à voie unique.
Et un petit peu comme aux États-Unis, quand on a fait cette traversée des Rocheuses, enfin cette descente depuis Denver jusqu'à San Francisco pendant pas mal de temps, c'est qu'il n'y a pas de route. Mais surtout en train, en tant que voyageur, même aux États-Unis, vous pouvez avoir 10 heures de retard. Pourquoi? Parce que il faut que les trains se croisent et la priorité est donnée à qui ou à quoi? Pas du tout aux passagers, aux marchandises. Aussi bien au Mexique qu'aux États-Unis, c'est le fret qui rapporte, c'est pas les passagers. Donc, voilà, les passagers restent à quai, ce qui était le cas d'ailleurs pour le tournage précédent aux États-Unis. Et il nous est arrivé avec mon équipe de passer la nuit même pas des hôtels, dans des gares qui n'étaient pas chauffées, et on attendait le train qui avait 5-6 heures de retard, quoi, donc en plein hiver. Et au Mexique, c'est pareil, donc ça donne en même temps la dimension du voyage qui est encore épique et qui est impressionnante par tous ces ouvrages, par l'architecture des ouvrages ferroviaires, mais aussi par les rencontres et par ces barrancas, ces canyons. Donc effectivement, il y a une part d'épique et une part d'aventure dans le voyage ferroviaire au Mexique. Mais après, il n'y en a pas beaucoup des trains au Mexique. C'est pratiquement le seul au niveau passager. Et voilà, c'est quand même des régions qui sont insécurisées, mais vous avez vu, il y a des gardes armés à bord. Et encore une fois, il suffit de faire attention. Et justement, une question sur ce train, pas beaucoup de trains au Mexique. Est-ce que c'est un train qui est utilisé par la population pour le travail ou pour les loisirs? Dis-nous Il y a un peu précisément. les deux parce que, oui, il y a les deux parce que d'une part, il y a ces Mexicains qui viennent des grandes villes, Chihuahua et puis bien sûr Mexico, entre autres, et qui viennent découvrir, comme on l'a vu au début du film, les premières, même les gens du cru, là, ces trois amis à qui je parle dans le wagon, là c'est du live aussi, ce direct, c'était extrêmement sympathique, qui se connaissaient depuis le collège, et puis le mari et la femme ne connaissaient pas justement leur région à cause du travail, parce qu'ils sont tout le temps à leur bureau, etc. Et là, donc, ils découvraient, grâce au train, une partie du Mexique. Donc, c'est des loisirs, et puis pour le reste, c'est le travail, parce que ça leur permet d'aller rejoindre les familles quand on est d'origine amérindienne, comme on l'a vu, la jeune étudiante en écologie et en environnement. On voit bien qu'elle a des origines indiennes. Elle redescend à la faculté en bas vers le Smoochis. Et puis, bien sûr, après, pour commercer, etc. Donc, il y a les deux. Il y a le travail et le loisir. Mais je dirais que principalement, c'est pour le travail, le commerce. Voilà, principalement, c'est ça. Une question de Christelle qui nous demande si les habitants des villes traversées ne profitent-ils pas pour faire du commerce? J'imagine avec les Oui, passagers. oui, bien sûr. Alors, il y a tout cet étalage, évidemment, qu'on voit aux abords. Un petit peu dans le train, mais pas tellement, parce que c'est interdit. On le voit, celui qui me vend de la viande, de la viande séchée, c'est pas très bon d'ailleurs. C'est très pimenté, c'était interdit, évidemment. Là, il risque une amende, donc il se cache, etc. Mais non, c'est plutôt aux alentours des gares. Il y a énormément d'artisanat indien. Bien sûr, et puis il y a bien sûr toute l'alimentation en particulier. Bon, pour ce qui est le narcotrafic, on ne s'y est pas intéressé. Mais bien sûr, il y a cet axe commercial. Et après, il y a les villes qui se développent parce que c'est l'économie indirecte, en fait. Il y a les transports, il y a la construction. S'il y a une gare, évidemment, ça veut dire qu'il y a des arrêts, il y a éventuellement du tourisme, il y a aussi une attraction commerciale. Donc, toute cette économie, non pas parallèle, mais indirecte, que se construit, profite à toute la région, qui est quand même une région qui n'est pas industrialisée. Je dis quand même que le Mexique a beau être un pays des cartels et un pays corrompu, c'est quand même un pays extrêmement riche. C'est le 7e pays producteur au monde de pétrole. C'est l'un des premiers pays gaziers, numéro 4, numéro 5, ça dépend des années, et le premier pays au monde producteur d'argent. Donc avant le Pérou, etc. Donc il y a vraiment des richesses minérales extrêmement importantes. C'est un membre de l'OPEP, par exemple, pour la production de pétrole. Le problème, après, c'est la distribution aux 130 millions d'habitants, mais c'est un pays riche potentiellement, et le PNB nominal pour une partie de la population est extrêmement importante. Mais en même temps, pour revenir aux Indiens, Taromaras, les Indiens Taromaras s'adaptent très bien à leurs conditions de vie. Ils disent, bon, on n'a pas besoin de grand-chose, nos téléphones portables, on s'en moque, on n'a pas besoin d'ordinateur, on s'éclaire encore à la bougie le soir, etc. On vit sur nos cultures, donc c'est une économie de subsistance qui leur suffit. Et c'est un beau message, ça aussi.
Justement, en parlant de messages, on voit toujours tes ouvrages défiler. Donc, je vous rappelle, avec le partenariat et la librairie Omble Blanche à Toulouse, pour les Toulousains et les amis de la région toulousaine, allez à cette librairie et dans les autres librairies aussi d'ailleurs. Et pour ceux que ça intéresse, sur le site du festival Terre d'ailleurs, vous avez l'onglet librairie et là, vous avez les livres d'Olivier. Et justement, on parle de livres, on vient de parler de ce film. On vient de sortir de 2 périodes de confinement. Quels sont tes projets? Justement, est-ce que toi, l'écrivain voyageur qui a été un petit peu contraint de rester dans ton chez-toi, tu en as profité pour jeter sur le papier de nouvelles idées, te lancer dans de nouveaux projets? On brûle d'impatience de savoir, Olivier. Oui, 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 bah, il y a des voyages reportés ou annulés, mais j'ai un projet dans le Caucase d'une part, de films et d'expéditions. Et puis deuxièmement, bah, les livres toujours, hein, romans, et puis la suite en écrit de ce film projeté hier, Le Royaume de la Lumière, qui va s'appeler Au Royaume de la Lumière, qui est un livre dans la collection Terre humaine sur cette expérience à deux avec un aveugle, mais aussi sur la mondialisation et la rapidité de l'hypercommunication vue d'une petite enclave, d'un petit royaume himalayen qui s'appelle le Mustang. Donc voilà, ce seront des projets. Encore une fois, c'est des voyages, et puis aussi après, revenir et puis les écrire. Alors, il y a justement Jacques qui nous demande comment vous vient l'intérêt pour tous ces sujets variés, train, Mustang, etc., etc. Je pense que tu as répondu en partie à ces interrogations tout à l'heure en nous disant que tu étais curieux de tout et qu'il n'y avait pas de grands ou de petits reportages, mais qu'il y avait des reportages et ce qui t'animait pour répondre à la question de Jacques, c'était les rencontres et surtout les gens. Oui, oui, parce que voilà, c'est aussi un petit peu bah, quelquefois le miracle de la rencontre, hein. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'au fin fond de l'Afghanistan ou de l'Amazonie, avec des gens à parler pendant non pas 2 heures comme je le croyais, mais pendant plusieurs jours, être accueillis chez eux. Puis d'un coup, vous avez une idée soit de roman, soit de voyage. Par exemple, je m'étais retrouvé dans une île pour écrire sur Cervantes, une île grecque. Je me suis isolé, j'ai écrit sur un roman donc, qui s'appelle Le Barbaresque, sur le jeune Cervantes, le futur auteur de Don Quichotte, qui avait été enlevé par les pirates barbaresques lorsqu'il était sur un bateau au large de la Catalogne. Il rentrait d'Italie vers l'Espagne et il est resté emprisonné 5 ans en fait à Alger, qui était une ville-État tenue par les pirates barbaresques, fin du XVIe siècle. Et c'est comme ça qu'il a imaginé pour sortir de sa prison, en fait, qui était un château. Hein. Il était hidalgo, prisonnier de rançon, contre une rançon comme quoi on n'a rien inventé aujourd'hui. Et puis, à partir de ce livre, je suis parti sur une somme de voyages qui s'appelle Frontières, depuis les montagnes d'Iran et d'Irak jusqu'à Menton, pour voir ce qu'est une frontière à travers des trafiquants, des humanitaires, des passeurs, un peu tout, des philosophes, des grands écrivains comme Malaparte, Vassili Grossman encore, ou Hemingway. Et puis après, je suis repassé sur un roman qui a trait à la peinture et à la Méditerranée. Donc voilà, c'est un peu l'occasion des rencontres, et passer du roman au récit, ou du récit de voyage au roman. Voilà, pour moi, c'est une belle balance parce que, encore une fois, il n'y a pas vraiment de césure entre les deux. Donc voilà, c'est un peu le miracle de la tambouille littéraire. Et j'ai pas de recette, hein. Je ne sais pas comment ça vient comme ça, tout d'un coup on a envie. Et... Bon, après, c'est une aventure le livre, hein. Il faut partir au fin fond de l'Amazonie, de l'Afghanistan, mais quand on rentre, on s'enferme, et c'est un sacerdoce, hein. Il faut écrire ses feuillets quotidiens. Alors, je Tu donne connais rendez-vous. ça toi aussi? Voilà, je connais ça aussi et moi je donne rendez-vous à tous les gens qui nous regardent, qui suivent le festival, l'excellent festival Terre d'ailleurs, de se rendre aussi non seulement sur la page Facebook du festival Terre d'ailleurs, mais de se rendre aussi sur la page Facebook de la Société des explorateurs français dont on a parlé longuement hier soir avec Olivier avant la projection du film Paul Émile Victor, J'ai horreur du froid, que j'ai écrit et réalisé. Et il y a d'ailleurs aussi un site internet société-explorateur au pluriel.org et vous aurez toute l'actualité, notamment celle prolifique d'Olivier. Je te remercie Olivier, À toi, Stéphane. je te donne rendez-vous à 18 h, vers 18 h 50. Pour l'heure, diffusion à 18 h. Et je vous donne rendez-vous avec ce film qui est une merveille, qui est un film co-réalisé par Jean-Michel Corillon et Isabelle Coulon. Ça se passe, ça se passe aux Philippines, dans une île incroyable du Philippines, avec une histoire incroyable. Et ça s'appelle Le Dernier Refuge. C'est à 18 h. Et après ce documentaire, vous retrouverez Olivier, ici présent, pour un débat avec Jean-Michel et avec Isabelle. Moi, pour ma part, je vous dis à très vite et puis j'espère une prochaine fois en chair et en os à Toulouse. Salut! Merci Stéphane. Au revoir.